Salut les 3B. Alors, je vais vous faire une vidéo pour terminer en fait, enfin pour ouais, commencer à peu près et terminer le cours numéro 2, l'extrait 2 donc sur des souris et des hommes. Le cours que l'on a consacré en fait au portrait de Slim. Le grand 1 c'est le portrait de Slim, puis le 2 sera le portrait de Crooks et le 3 ce sera en fait l'étude du personnage de la femme de Curley, dont je vous enverrai dans cette vidéo par Pronote le fichier qui contient le cours tapé par Pronote. Et je crois que c'est à peu près tout. J'ai fait une autre vidéo dans laquelle il y a les consignes, mais bon, je vous le rappelle au cas où. Donc le cours tapé, il faut le recopier dans le cahier, bien évidemment. Titre, souligné en rouge, etc. Ce qui est écrit en bleu, vous le recopiez. Intro, grand 1, grand 2, grand 3, conclusion. Enfin, quand on se revoit, il va falloir que vous ayez recopié tout ce que je vous ai envoyé sur votre cahier, à la main, proprement. Parce que je le répète, ce sera noté. Je relèverai les cahiers et la note sera coefficient 2. D'accord? Très bien. Donc, on repart dans Des souris et des hommes. On était dans le grand 1 avec le portrait de Slim. Non, je ne vais pas vous faire tout comme le cours, on va essayer d'être rapide. Je vais essayer de vous faire comprendre l'essentiel. Le portrait de Slim, il faudrait déjà que vous le relisiez. En fait, ce qu'il faut comprendre sur les portraits en littérature, c'est que le portrait est souvent en littérature quelque chose de mouvant, quelque chose de changeant, quelque chose qui bouge, ce qui n'est pas possible en fait en sculpture ou en peinture. La littérature peut proposer des descriptions de personnages et des descriptions qui évoluent. Étape 1, étape 2, étape 3. Ce n'est pas une règle générale, bien évidemment, ce n'est pas une règle absolue, mais là, pour le coup, c'est assez pertinent. Donc, au début du texte, Slim est vu comme une sorte d'homme de Don Juan, de Casanova, une sorte de beau gosse. C'est uniquement la première étape et vous allez voir que petit à petit, cet éloge va se renforcer. En fait, il va se transformer au fil de la page et donc de façon arbitraire, hein, parce qu'il faut bien présenter les choses de façon logique, en tout cas de façon organisée. J'ai divisé cette transformation en 3 étapes qui sont discutables, hein. Mais en tout cas, première apparition, c'est un éloge, tout simplement, un homme, un donjon, un Casanova. Puis, c'est une sorte de roi, héros, avec voilà, presque des pouvoirs, des capacités spéciales. Et dans un dernier temps, c'est une sorte de dieu, une sorte de divinité. Donc, si vous plongez dans le texte, hein, rapidement, euh, donc vous avez un portrait physique au début, vous savez, on l'avait vu en classe, je crois, donc très grand, les cheveux noirs tirés en arrière, hein, donc son chapeau de feutre, les cheveux humides, il y a ce cliché-là en fait, hein, voilà, du bel homme. Euh, Puis on passe donc à une sorte de roi, de héros. Le terme roi est utilisé, hein, je crois, à plusieurs reprises, on l'a vu dans le cours. Nous avons vu, je m'en souviens en cours, qu'il a des capacités particulières. Donc c'est la fameuse mouche sur laquelle qu'il peut tuer sur le cul d'une bête sans toucher la bête, etc. Et puis dans la troisième étape, c'est on glisse sur ces pouvoirs spéciaux pour en fait aller vers une sorte d'homme-dieu quelque part. Voilà, c'est un mec surnaturel, quoi, hein, c'est juste ça. Il semble avoir des pouvoirs particuliers, hein, c'est ça, ça reste un ouvrier, on est d'accord, hein, mais souvenez-vous que la littérature transforme le réel, hein, et donc ses pouvoirs particuliers, c'est qu'il comprend mieux ce que les gens disent, il comprend au-delà des paroles des gens, il entend, il comprend des choses que les gens ne disent pas, quand il apparaît, les gens se taisent, et enfin, il a des mains de danseuse sacrée. Hein, voilà, donc il y a ce portrait-là comme ça en étapes. Je revois un peu mon cours, hein, je triche, donc il n'est pas juste un homme, donc il est un roi, ok. Il ne se contente pas des capacités d'un monarque, donc d'un roi, mais il a les attributs d'un dieu, oui, l'omniscience, l'omnipotence. Omniscience, omnis latin tout, sciere, savoir, omniscience. Être omniscient, c'est tout savoir. Hein, voilà, pour être prof de français, bien évidemment. Et omnipotent, omnis en latin tout, et potent, je crois que c'est potere en latin, donc qui signifie pouvoir. C'est être omnipotent, c'est être capable de faire tout, hein, et être omniscient, c'est tout savoir. Donc la chose à retenir ici, c'est que c'est
Un éloge, bien évidemment, un portrait, un éloge, une transformation, étape par étape, une gradation, hein, si vous préférez, pour reprendre un peu l'expression de Madame Carré, et à retenir donc le fait que le portrait est une métamorphose souvent en littérature. Je passe au grand 2. C'est l'extrait c'est le portrait de Crookes qui, quelque part, est presque l'opposé de Slim, dont nous sautons en fait à la toute première page du chapitre 4, c'est ça, page 127 pour les vieilles éditions, vous voyez. Crookes, le palefrenier noir, logeait dans la sellerie, un petit hangar adossé au mur de l'écurie. D'un côté de la petite chambre, il avait une fenêtre carrée à 4 vitres et de l'autre, une porte étroite qui donnait dans l'écurie. Le lit de Crookes consistait en une longue caisse remplie de paille sur laquelle il étendait ses couvertures. Au mur, près de la fenêtre, il y avait des patères d'où pendaient des harnais brisés en réparation, des bandes de cuir neufs, et, sous la fenêtre même, un petit banc avec des outils de bourrelier, couteaux recourbés, aiguilles, pelotons de fil de lin, et un petit rivoire à main. Des pièces de harnachement pendaient aussi à des patères, un collier fendu dont le rembourrage en crin s'échappait, une attelle cassée et une rêne dont le revêtement de cuir avait craqué. Crookes avait sa caisse à pommes au-dessus de son lit, et il conservait des rangées de médicaments, aussi bien pour lui que pour les chevaux. Il y avait des boîtes de savon pour l'entretien des selles et un pot de goudron dégoûtant dont le manche du pinceau dépassait le bord. Un certain nombre d'objets personnels jonchaient le plancher, car, vivant seul, Crookes pouvait laisser ses affaires traîner partout, et étant palefrenier et infirme, il était plus permanent que les autres hommes, et il avait accumulé plus de choses qu'il n'aurait pu emporter sur son dos. Crookes possédait plusieurs paires de souliers, une paire de bottes en caoutchouc, un gros réveil matin et un fusil à un coup. Et il avait des livres également, un dictionnaire en loques, un exemplaire défraîchi du Code civil californien 1905 et quelques livres sales sur un rayon spécial au-dessus de son lit. Une paire de lunettes d'écaille pendait à un clou sur le mur au-dessus du lit. Cette chambre était balayée et assez propre, car Crookes était hautain et fier. Il gardait ses distances et entendait que les autres en fissent autant. Son corps penchait du côté gauche à cause de sa colonne vertébrale déviée, et ses yeux enfoncés dans les orbites semblaient, en raison de leur profondeur, briller avec intensité. Son visage maigre était sillonné de profondes rides noires, et il avait des lèvres fines, douloureusement contractées d'un ton plus clair que le reste de son visage. Ce qui est pertinent en fait dans ce portrait, c'est qu'en fait le portrait n'arrive qu'à la fin. Si on imagine ça comme un tableau, le narrateur nous livre tout l'environnement de Crookes, son lieu de vie et tout ce qui l'entoure. Et Crookes en fait est au milieu. Et il ne nous est décrit qu'à la fin. Un peu physiquement, un peu moralement, mais dans ces 2 pages, alors que c'est un portrait, ce qui nous est décrit, ce sont les objets et l'environnement de Crookes. Et ça, c'est très important parce que l'environnement dans lequel vous vivez est un reflet de ce que vous êtes. Ce que je mets dans mon cours, hein, pensez à votre chambre et vous verrez que votre chambre, en fait, vous ressemble. Ce que vous y mettez, ce que vous avez affiché au mur, est-ce que c'est rangé ou pas? Est-ce qu'il y a un grand bureau ou pas de bureau? Est-ce qu'il y a une télé ou pas? Est-ce que vous avez beaucoup de CD ou pas? Enfin, non, pas de CD parce qu'en fait, vous écoutez des MP3, je suis crétin. Voilà, votre environnement donne des informations sur ce que vous êtes. Brosse un portrait de vous, en fait. Un portrait, bien sûr, beaucoup plus moral que physique, hein, ça va de soi. Donc, dans le cours, qu'est-ce que je dis? Je dis que cet environnement qui est construit et qui nous est livré par le narrateur, tout ce décor, est un portrait en creux, en fait, de Crookes. Tous ces éléments permettent de laisser apparaître le caractère de Crookes. Il va falloir essayer de déduire de ce décor le caractère de Crookes. Et ça va être assez simple, vous allez voir, je vous ai mis quelques exemples dans le cours papier, enfin dans le cours que je vous aurai téléchargé. Déjà, Crookes ne vit pas avec les autres hommes. Il a une petite habitation à côté de l'écurie. Il ne vit pas avec les hommes, il vit à côté des animaux. Ça nous donne une idée de son statut social dans la ferme. Nous sommes dans les États-Unis des années 1930, c'est-à-dire des États-Unis où la ségrégation règne. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que dans cette Amérique-là, les Blancs sont ici et les Noirs sont là. Okay,
Donc, il vit à côté des animaux. Voilà. Ce qui nous donne l'information sur sa position sociale. Qu'est-ce qu'il a autour de lui? Des objets. Beaucoup d'objets brisés. Beaucoup d'objets cassés. Beaucoup d'objets à réparer. Et que fait-il? Il les répare. Voilà, c'est-à-dire que Crooks est brisé, comme ces objets qui sont autour de lui. Et Crooks répare ces objets, c'est-à-dire qu'il se travaille lui-même. Hein. Il est digne, il est hautain, il est orgueilleux, il se travaille lui-même. D'ailleurs, il lit. Et oui, contrairement à vous. C'est-à-dire qu'il sait lire. Le narrateur nous informe bien de sa paire de lunettes, qui est précieusement suspendue quelque part. Hein, voilà. Il faut toujours avoir ça en tête, hein, c'est-à-dire ne pensez pas que la réalité passée décrite dans un roman est la même que la vôtre. Hein. Pour vous, une paire de lunettes, bon, vous n'avez pas grand-chose à cirer, même si, même pour vous et vos parents, ça peut coûter cher. Dans les années 1930, une paire de lunettes, ça coûte très cher. Je ne sais pas comment Crooks a fait pour avoir assez d'argent pour s'en payer une. Hein, voilà. Donc cet objet-là, il est précieux, il l'a et il l'utilise. Donc voilà, il faut vraiment en déduire que Crooks est quelqu'un qui s'estime, hein, qui a voulu apprendre à lire, qui a voulu apprendre à écrire. D'ailleurs, il a des livres chez lui. Il est propre, il est soigné. Il y a des choses qui traînent chez lui, c'est vrai, mais il balaye. Sa demeure est propre, hein, ce qui va avec le fait qu'il est orgueilleux. Qu'il est fier de ce qu'il est. Donc, que faut-il retenir là de ce portrait de Crooks? Eh bien, tout simplement, le fait que l'environnement est un reflet du caractère. Ce qui rejoint un petit peu en fait la définition du lyrisme que je vous ai donnée. Vous savez, le fait que le lyrisme, c'est la transformation de la réalité, d'un décor, d'un paysage, d'un environnement, sous le coup d'une émotion forte. C'est-à-dire que l'environnement est une information. Le paysage, ce qui entoure le personnage, est une information sur ce qui se passe dans sa tête, sur son caractère. Voilà. On passe au grand 3, la femme de Curley. Rapidement, là je ne vais pas étudier un portrait, je vais juste en fait développer ce qu'est une étude de personnage dans une œuvre. Qu'est-ce que c'est un personnage dans une œuvre? C'est bien sûr un physique, ça va de soi. C'est un caractère, c'est vrai, mais c'est également, voire surtout, une identité. Qu'est-ce que c'est une identité? Eh bien, je vous l'ai mis dans le cours, hein, donc je vais le lire, histoire de me reposer un peu et d'accélérer parce qu'on est déjà presque à 13 minutes. Donc c'est une origine sociale, c'est-à-dire d'où vous venez, qu'ont fait vos parents, c'est-à-dire ils étaient ouvriers, ils étaient fonctionnaires, ils étaient riches, ils venaient de la ville, ils venaient de la campagne, enfin vos origines, quoi, tout simplement. C'est une éducation, c'est-à-dire en fonction de comment les personnages parlent, on sait un petit peu s'ils ont été éduqués ou pas. Regardez un peu le dialecte, hein, les paroles qu'utilisent les ouvriers. Ils parlent pas très bien la langue, hein. On dirait qu'ils parlent parfois un petit peu patois. Ça veut donc dire qu'ils n'ont pas été très bien éduqués, donc l'origine sociale très certainement est modeste. Qu'est-ce que c'est encore une identité? C'est le regard que portent les autres sur le personnage. Si on retourne sur la femme de Curley, elle est détestée, hein, voilà, parce qu'elle est vue comme une femme séductrice, comme une tentatrice, hein, comme une dragueuse, en fait, une allumeuse, pourrait-on dire, hein, avec d'énormes guillemets, bien évidemment. Voyons. Donc, l'étude d'un personnage, c'est l'évolution de cette identité, l'évolution de ce personnage au fil de l'œuvre. Pour faire simple, la femme de Curley, au début de l'œuvre, nous n'avons que la vision des ouvriers, hein, que la vision de Carlson, de Slim, de George, c'est-à-dire ils sont méfiants. C'est un point de vue extérieur sur le personnage de la femme de Curley. Ils sont méfiants d'elle parce qu'ils la décrivent, ils la ressentent comme tentatrice, comme séductrice, comme étant un danger. C'est la femme de Curley qui est le fils du patron. Donc, cette femme-là, apparemment, n'apporte que des emmerdements. Hein, pardon pour ma vulgarité. Et puis, ce personnage-là va évoluer. C'est-à-dire que petit à petit, on va comprendre que ce n'est pas aussi simple. Nous allons tout d'abord découvrir Curley. C'est-à-dire Curley, petit, prétentieux, hargneux, boxeur, violent. Là, en fait, par effet de contraste, la femme de Curley va commencer à nous sembler plus
un peu plus digne de compassion. On va se dire, ah, la pauvre quand même, on va la plaindre. Et puis, elle va finir par, on va finir par la découvrir, notamment dans le moment où elle va parler avec Lénie. C'est-à-dire, on va se rendre compte que cette femme-là, elle a un passé, que cette femme-là, elle a une histoire, que cette femme-là, elle a des frustrations, que cette femme-là, elle est seule. Si elle recherche la compagnie des hommes, ce n'est pas parce que c'est une allumeuse. Ça, c'est la façon dont les autres la voient. Si elle recherche la compagnie des hommes, ce n'est pas pour le sexe. C'est parce qu'elle souffre de la solitude. Elle ne veut pas du sexe, elle veut de la tendresse, elle veut de l'écoute, elle veut de l'amour, en fait, tout simplement. Et donc, ce qui est, et la pauvre, elle va mourir à cause de ça. Donc, ce qui est important dans cette étude de personnage, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un personnage, c'est bien sûr un portrait physique, mais après tout, le portrait physique, est-ce que c'est important ? Pas vraiment, puisque nous fabriquons tous dans un livre une image mentale du personnage, hein, un portrait moral, bien évidemment, une identité, un rôle, et surtout l'évolution de ce rôle au début, au milieu, à la fin du roman. L'évolution de ce personnage. Est-ce qu'il évolue ? Quelles sont les étapes ? Il part d'où pour aller où ? Et s'il n'évolue pas, il faut le remarquer et essayer de comprendre pourquoi il n'évolue pas. Soit parce que c'est la littérature enfantine et souvent les personnages sont fixés, soit c'est peut-être parce que voilà, c'est un personnage qui n'était pas censé évoluer, il faut essayer de savoir pourquoi, mais on en reparlera un peu plus tard si on en rencontre. Oui, dernière chose, parce que ça va commencer à faire bientôt 20 minutes, donc que faut-il retenir ? Eh bien, il faut retenir qu'en fait, assez bêtement, les personnages en littérature évoluent et qu'il faut les connaître pour bien les juger. C'est un peu la même chose, vous savez, dans Harry Potter avec Rogue, avec le professeur Rogue. Dans le premier tome, hein, le professeur Rogue, il est méchant. Il est méchant, il est horrible, il est désagréable, il fait des remarques. Je veux dire, Harry Potter et ses potes soupçonnent d'être vraiment le méchant de l'histoire. Au tome 6, hein, on découvre qu'en fait, Rogue, il est super gentil, c'est le personnage, c'est celui qui s'est sacrifié en fait, pour l'amour de sa vie, pour la mère d'Harry Potter, etc. Donc il y a une évolution du personnage Rogue dans Harry Potter. Et la morale qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il ne faut pas juger les gens, les personnages littéraires, comme les gens dans la réalité, sans les connaître. Sans connaître leur passé, sans connaître leur rôle, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils veulent vraiment. Okay. Donc, conclusion. C'est bon, je vous laisse la noter. Je vais arrêter la vidéo là parce que c'est déjà beaucoup trop long. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt avec la suite, hein, tout simplement. Ciao les enfants. Et oui, n'oubliez pas, toussez dans votre coude, et nettoyez votre téléphone portable, ne faites pas trop de bisous, etc. etc. Allez, ciao.